Merci beaucoup. Donc il me reste Philippe de tourner vers vous. Vous avez la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Bonsoir. Non. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Parfait. Bon, avant tout, merci à vous deux. Merci beaucoup Brigitte Gürfinkel. Elle est à l'entrée. D'accord. Vous la remercierez pour moi. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être là. Merci à vous tous d'être sortis malgré le froid de gueux qu'il fait ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vois tant d'amis dans cette salle, donc c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ont suivi cette affaire pendant de nombreuses années, on attend tous un dénouement heureux. Le dénouement heureux serait que enfin France 2 reconnaisse la vérité, puisque mon seul et unique objectif dans cette affaire, c'est que France 2 en vienne à reconnaître le fait que le reportage qu'on va revoir et qu'on va disséquer était une pure et simple mise en scène. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie ont été en rapport avec Michel Gürfinkel. On ne va pas les rappeler toutes. Voilà. Mais donc, quand j'ai vu que Brigitte m'a appelé et que Michel m'a dit tiens, Brigitte va t'appeler pour monter quelque chose, et que finalement ça s'est fait, je peux vous dire qu'on devrait avoir bientôt un heureux événement sur cette affaire-là. Voilà. C'est une forme de mysticisme et ça me fait plaisir d'y croire. En tout cas, merci à vous tous. Alors, ce qu'on va voir, ce n'est pas une thèse contre une autre, c'est une démonstration. Donc c'est une démonstration. Bien évidemment, vous aurez la possibilité à la fin de poser toutes vos questions, de contester, de garder tout votre esprit critique par rapport aux images que vous allez voir et à la démonstration que je vais tenter de vous faire. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions. J'ai mon ordinateur qui est connecté, on a d'autres images, et on pourra aller chercher si vous avez des questions et il vous manque des réponses dans ce que je vous présenterai, on pourra aller voir et je garderai vraiment tout le temps que vous voudrez à la fin. Je n'ai aucune limite de temps pour répondre à vos questions. Je crois qu'il faut que vous disiez bien ça, c'est très important. Et sachez donc que la seule restriction que je vous demande, c'est de ne pas m'interrompre pendant la présentation pour qu'on puisse avoir une présentation fluide. Alors, donc, comme on disait, c'est le 30 septembre 2000 que ces images ont été tournées par France 2, enfin diffusées par France 2. C'est le début de la seconde intifada. C'est un an avant le 11 septembre. Et je crois que c'est très important de se souvenir de ce timing, parce qu'un an avant le 11 septembre, aujourd'hui, on voit le monde musulman, et particulièrement actuellement où on le voit en plein embrasement, mais tout ce qu'on a pu voir, les attentats à Bali, à Madrid, à Londres, à New York bien évidemment, ou à Washington, on n'avait pas l'habitude de ça à l'époque. Et le monde a basculé le 30 septembre 2000 avec cette image qui a déclenché cette histoire-là et qui a déclenché véritablement un nouveau djihad mondial. Alors, pour être précis, ce n'est absolument pas moi qui ai découvert le fait que c'était une mise en scène. Il y a des personnes qui ont fait ce travail avant moi. Moi, je n'ai fait que reprendre leur flambeau. La première personne, c'est un Israélien qui s'appelle Nahum Sha'af, qui travaillait avec un autre qui s'appelle Yosef Doriel. Ces deux personnes ont travaillé, sont arrivées aux conclusions, dont certaines que vous verrez là-dessus, sur l'écran plus haut. Parallèlement à ça, en France et en Israël, il y a d'autres personnes qui ont travaillé. Il y a par exemple en Israël Stéphane Juffa de la MENA qui a fait un travail pour diffuser les travaux de Nahum Sha'af et Yosef Doriel. Il y a eu en France quelqu'un de très important qui s'appelle Gérard Hubert, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre qui s'appelle Contre-expertise d'une mise en scène, qui est sorti en janvier 2003, qui n'a pas été attaqué en diffamation par qui que ce soit, qui a été tout simplement, je dirais, qui a eu une censure soft, puisque personne n'en a parlé, ou les rares fois où on en a parlé, c'était pour le ridiculiser et pour l'attaquer, sans jamais aller voir la démonstration parfaite qu'il avait fait dans son livre. Il y a eu aussi donc, des gens en France qui ont essayé de se battre pour diffuser l'information, des gens comme Charles Gouze et tout un tas de gens comme ça qui ont fait en sorte de diffuser ces images, et bien évidemment Esther Shapira de la télévision publique allemande, qui en 2002 a fait le premier documentaire sérieux sur cette affaire-là, où elle remettait en doute l'origine des tirs, et une fois que j'ai gagné mon procès contre France 2, elle a fait un second documentaire en mars 2009, où elle reprenait donc la fin de nos conclusions, qui était que c'était une mise en scène. Alors, c'est donc important de bien comprendre, je dirais, ce déroulement pour bien comprendre que c'est un immense travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on a travaillé en équipe dans le monde entier, en France, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, partout, et il n'y a pas une personne qui a été, je dirais, plus importante, si ce n'est éventuellement Nahum Sha'af,
et Yosef Doriel, qui sont les deux vraiment découvreurs de la mystification. Voilà. Donc vous avez dit beaucoup de choses dans la présentation, donc je vais sauter pas mal de choses que j'ai l'intention de vous dire. Comme on va garder quand même un temps limité de la présentation, je vais essayer de vous faire quelque chose en 50 minutes, hein, une cinquantaine de minutes avec ces images-là, qu'on va interrompre chaque fois, c'est une présentation PowerPoint. Donc on va voir environ 30 à 40% des preuves dont je dispose. Et comme je vous disais, si vous avez des questions, on pourra aller chercher d'autres informations. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer. Pour ceux qui sont intéressés par cette présentation, j'ai mon ordinateur. Si vous avez une clé USB, je pourrais vous transférer tous les fichiers à la fin. Et à la fin, sachez que je donne mon adresse internet à la fin de la présentation, ce qui vous permettra à ce moment-là de m'envoyer des mails pour pour être informé des prochains développements de l'affaire et aussi éventuellement pour recevoir certains documents. Aussi le reportage, il fait 50 secondes. Mon affirmation, et j'insiste absolument là-dessus, c'est que 100% du reportage que vous allez voir est une pure et simple mise en scène. J'insiste bien, le débat n'est pas sur l'origine des tirs, mais sur le fait que le reportage est totalement mis en scène. Je vous invite à le regarder. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Donc voilà la fin des 50 secondes consacrées à Mohamed El-Doura dans le reportage qui a été diffusé ce soir-là. Alors, on va jeter un coup d'œil à la version des faits selon le journaliste de France 2. Alors, on nous affirme que les soldats se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. Ensuite, on nous dit que les soldats israéliens ont tiré pendant 45 minutes sans discontinuer sur le père et l'enfant. Que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Et que le garçon a reçu 3 balles et en est mort. Avec simplement du bon sens. Quand on regarde l'image finale du reportage, 45 minutes de tir, vous voyez très peu d'impact de balles sur le mur, 15 balles à eux deux, pas une goutte de sang, d'accord. Et bien évidemment, quand vous voyez la taille de cette cible, donc le père et l'enfant, quand l'enfant était là, à 80 mètres, vous demandez à n'importe quelle personne qui a déjà touché une arme, elle vous dit qu'avec une balle, elle a la cible, éventuellement une deuxième balle. Mais 45 minutes de tir, je dirais, c'est le temps que va durer cette présentation, donc c'est totalement grotesque et absurde. Ça, c'est juste au niveau du bon sens, mais simplement, quand on regarde la télévision, et je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre, avant même d'aller plus loin dans la démonstration, c'est que quand on regarde la télévision, en fin de compte, on ne la regarde pas, mais on l'écoute. Vous entendez ce que vous dit le journaliste, et donc votre cerveau reconstruit ce que vous entendez. En fin de compte, vous ne voyez absolument pas un homme grièvement blessé et un enfant tué là-dessus. Alors, je vais d'abord vous montrer quelle est l'exploitation mondiale de ce reportage, comment ça a été utilisé dans le monde entier. Ensuite, qui sont les principaux protagonistes de cette affaire. Et enfin, 5 questions-réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Et après, je vous ferai une petite mise à jour avec les derniers événements qui se sont produits dans les 2 ou 3 dernières années. Alors, l'exploitation mondiale du reportage de France 2, il y a d'abord eu des dessins non professionnels, vous voyez des dessins comme ça dans la presse, avec Ariel Sharon, qui à l'époque n'était que chef de l'opposition, mais bon, comme c'était l'homme qu'on aimait bien diaboliser à l'époque, voilà. Ensuite, on a eu le fameux commentaire de Catherine Ney qui disait que le petit Mohamed El-Doura effaçait l'image de l'enfant du ghetto de Varsovie. Ensuite, on a eu des choses beaucoup plus professionnelles, on a eu des timbres imprimés dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. Ça a commencé par donc l'Iran, le Soudan ou l'Irak de Saddam Hussein, ou même le Yémen, et c'est allé même jusqu'à des pays qui avaient signé des traités de paix avec Israël, comme la Jordanie ici, ou l'Égypte, ou même la Tunisie, le Maroc. Alors, comme je vous le disais, ces images ont été tournées 1 an avant le 11 septembre. Et voilà ce qu'en a fait Ben Laden dans l'année qui a précédé le 11 septembre. Il l'a utilisé dans ses clips de recrutement.
العربي تبدد يا فدا ناظريك كل زعيم حظه في الوغاء. Voilà. Alors, à Gaza, le ministère de la Santé s'est appelé le ministère du martyr Mohamed Al-Doura. À Tunis, il y a eu la rue Mohamed Al-Doura. Alors, en 2002, le journaliste américain du Wall Street Journal, Daniel Pearl, a été assassiné, égorgé au Pakistan. Pour justifier l'assassinat de Daniel Pearl, les terroristes pakistanais ont justifié ça par l'assassinat entre guillemets de Mohamed Al-Doura. Voilà une partie de la vidéo qui a été mise sur internet par les terroristes pakistanais. Bien évidemment, vous ne verrez pas l'image de son assassinat, mais vous verrez au moment où il annonce qu'il est juif et comment on justifie l'assassinat. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. Seine Henker zwangen ihn, Israel als Kindermörder anzuprangern. Wenige Minuten später trennten sie ihm vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Vous voyez sur la gauche, là, on voit le père avec un poster où on voit juste Stop, et vous verrez ce qu'on voit après derrière. C'est Marwan Barghouti qui l'utilisait aussi, Stop Killing Palestinian Children. Donc, en gros, tous les terroristes du Pakistan à Marwan Barghouti et partout dans le monde, à Ben Laden, ont utilisé cette image pour inciter à la haine. Vous avez même eu le Hezbollah au Liban. Vous voyez la taille de cet enfant, donc vous pouvez imaginer la taille de ce poster, avec à chaque fois toujours la mosquée d'Omar. Et enfin, vous voyez aussi en Iran, la taille d'un immeuble à Téhéran, avec cette fresque dessinée. Et plutôt, pardon, voici enfin. Ça, c'est la place principale de Bamako, capitale du Mali, en Afrique noire, qui s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine. Alors, vous montrer cette exploitation, c'est une façon de vous expliquer pourquoi ce combat est si important, même si on ne cherche pas à aller plus loin, même si on ne cherche pas à dire oui, ils ont continué à en faire d'autres. Cette image-là est l'image qui a le plus diabolisé l'État d'Israël depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a pas eu d'autre image qui a été créée, qui a été utilisée dans le monde entier qui a été aussi puissante et qui a été autant exploitée. Alors, qui sont les principaux protagonistes? Il y a d'abord Talal Abou Rahma qui est le caméraman. C'est lui qui était sur place le 30 septembre 2000, c'est lui qui a tourné les images. À l'époque, il travaillait pour France 2 et pour CNN. Il a envoyé ces images à CNN, mais CNN a refusé de diffuser ces images en disant qu'il voulait des garanties d'authenticité. Pour sa part, Charles Anderlin n'a pas eu ces mêmes réserves. C'est donc le journaliste qui a monté et commenté les images. Il n'était pas sur place. Il était d'abord à Ramallah et ensuite à Jérusalem. Il a reçu les images. Il les a commentées en fonction de ce que lui avait dit son caméraman. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Charles Anderlin est donc un ancien Français qui a fait son alia il y a une quarantaine d'années et qui vit donc en Israël depuis 40 ans. Donc il est franco-israélien et bien évidemment aussi juif. Jamal Al-Doura, c'est le père de Mohamed Al-Doura. Donc c'est lui qui nous affirme avoir reçu 12 balles dans le corps et ne pas avoir été tué, puisque vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure expliquer comment il a reçu ces 12 balles dans le corps. Maintenant, France 2, c'est donc, comme disait Michel Léon tout à l'heure, c'est donc la voix de l'État, c'est la voix du gouvernement français, c'est véritablement la chaîne d'État. Arlette Chabot, c'est elle qui a décidé d'engager les procédures judiciaires contre moi et aussi notamment contre Charles Gouze. À l'époque des faits, quand l'image a été rediffusée, ça n'est pas elle qui était la directrice de l'information, mais c'est elle qui a décidé d'utiliser la justice pour faire taire les critiques. Et Patrick de Carolis, lui n'était même pas là quand la justice a été déclenchée, mais dès qu'il a été nommé président de France Télévisions en 2005, je l'ai vu, je lui en ai parlé, je lui ai dit attention, vous avez un dossier qui a été lancé par votre prédécesseur avec Arlette Chabot, et il n'a jamais voulu faire le travail pour éclaircir la vérité, et au contraire, il a fait tout ce qu'il a pu pour couvrir le mensonge. Donc ce sont vraiment deux personnes essentielles dans la protection du mensonge de France 2. Alors, les sources que vous allez voir et qui démontrent la mise en scène n'ont jamais été contestées par qui que ce soit, ni par la justice française, ni par France 2. Donc il y a toutes les images qui ont été diffusées par France 2 au sujet de l'affaire qu'on a pu retrouver, plus les 18 minutes de rush de France 2, dont vous verrez certains extraits. Il y a aussi les images qui ont été tournées par Associated Press et Reuters le même jour, au même endroit. Toutes les déclarations publiques de Charles Anderlin et de son caméraman qu'on a pu retrouver.
Et enfin, des expertises balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques qu'on a utilisées pour démontrer, 1, la mise en scène, et 2, les mensonges de Charles Anderlin et de son caméraman. Alors, le contexte du carrefour de Netzarim, là où ça s'est produit à Gaza. Alors, ça, c'est un dessin qui est sur le site, toujours accessible sur le site du Centre palestinien des droits de l'homme. Je vous explique. Le caméraman de France 2, 3 jours après les faits, est allé faire une déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme pour dire, voilà, j'ai filmé 45 minutes de l'incident, j'ai filmé 27 minutes de l'incident, qui a duré 45 minutes, l'enfant a été tué de sang-froid et intentionnellement, et le père a été grièvement blessé. Et il a aussi fait un dessin du carrefour qui correspond assez fidèlement à la zone, et vous allez le voir. Donc vous voyez un carrefour classique, avec ici un fortin israélien avec 2 tourelles, une distance qu'il décrit donc de 80 mètres, le mur avec le baril où le père et l'enfant étaient positionnés, et lui, il s'est décrit là, France 2 photographeur, en train de filmer la scène face au père et à l'enfant. Alors, quand vous comparez avec une vue aérienne où on voit, ça correspond assez fidèlement, avec la position israélienne, le croisement, et là, le mur avec le baril. Et là, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que vous avez en gros un angle en fonction de l'endroit où on se pose au carrefour, enfin dans la position israélienne, il y a entre 30 et 35 degrés par rapport au mur. C'est très important, je vous montrerai ça par rapport à l'expertise balistique qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, avant de vous montrer ces quelques images, pour voir le contexte de ce jour-là, il y avait des caméramans de Reuters et d'Associated Press qui se trouvaient dans cette zone-là et qui filmaient dans cette direction-là. Donc vous avez des caméramans qui tournent le dos au mur, là, qui tournent le dos au mur, et qui filment dans cette direction-là. Comme vous voyez là, vous avez le fortin israélien, et c'est donc Reuters, le 30 septembre. Vous voyez donc là, le fortin, le drapeau, la taille du fortin, et là, vous voyez un jeune homme qui tombe. On appelle l'ambulance qui va venir très vite. Et là, regardez tous ces caméramans qui sont là ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est à la fin de cette scène, vous voyez que ce garçon, très souriant, tourne le dos au fortin israélien et applaudit. C'est quand même étrange si vraiment il a un de ses amis qui vient d'être blessé et mis dans une ambulance. Et là, vous avez en revanche un homme en treillis avec une arme automatique qui ne semble absolument rien craindre. Donc on peut se dire que cette scène n'a pas l'air tout à fait réelle, alors que tous ces caméramans la filment. On va prendre une deuxième scène, tournée aussi, le même jour au même endroit. Donc une ambulance passe, quelqu'un passe tranquillement à vélo, et là vous allez voir que l'homme n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. Et là, chose intéressante, tout le monde part encore en tournant le dos au fortin israélien. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas, normalement si les gens sont blessés en recevant des balles du fortin israélien, ils devraient être inquiets, là tout le monde s'en fiche. Là on va avoir une troisième évacuation ratée. Donc là, l'ambulance démarre un tout petit peu trop vite. Et donc ce que vous voyez, c'est que voilà, donc l'homme là pour le coup est vraiment blessé après. Et on va voir un troisième exemple. Alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Avant même le démarrage du petit reportage, je vais vous montrer une chose assez incroyable. C'est qu'à la télévision, on ne voit jamais quelqu'un qui prend une balle en direct. Pourquoi ? Parce que le caméraman n'est jamais au bon endroit et que le caméraman ne sait pas que le type va se prendre une balle, sauf quand c'est une exécution, sauf quand c'est quelque chose de prémédité. Et là, vous voyez qu'il y a donc ce caméraman qui filme, et nous-mêmes, qui sommes donc caméramans de Associated Press, qui filmons et qui regardons cet homme-là. Et donc vous allez voir que donc celui-ci et le caméraman qui filme là, c'est que l'homme qui va courir va se prendre une balle. Voilà. Voilà, vous voyez, il court, c'est comme s'il avait pris une balle. Vous voyez que tout le monde a l'air très détendu, tout le monde s'en fiche, personne ne se met à l'abri, alors que s'il venait vraiment de se prendre une balle, on peut imaginer que tout le monde serait en danger. L'ambulance arrive très vite, 10-15 secondes. Tout le monde est toujours très très détendu à ce moment-là. Là, l'ambulance va repartir. Et là, vous allez voir sur la droite qu'il y a des caméramans qui ne sont même pas intéressés par cette scène-là et qui discutent tranquillement en tournant le dos à la scène. Il y a d'autres choses à faire. Et maintenant, on regarde le triple saut, encore une fois, au ralenti. Hop. Voilà.
Alors, donc, pourquoi je vous ai montré tout ça? C'est parce que un des grands arguments de France 2, qui est un argument fallacieux, c'est de dire comment pouvez-vous imaginer qu'on ait tourné une mise en scène alors que c'était la guerre ce jour-là. Et là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que ce jour-là, ça n'était pas la guerre. Ce jour-là, c'était jour de tournage à Netzarim, où on tournait des fausses scénettes de guerre, comme vous en voyez très souvent à la télévision, sauf que vous ne pouvez pas déceler que ce sont des fausses scénettes de guerre, puisque bien évidemment, toutes ces scènes, quand elles sont trop grotesques, sont masquées et vous ne les voyez pas à la télévision. Alors, donc la question maintenant à laquelle on va essayer de poser, on va trouver une réponse, c'est est-ce que la version de France 2 est crédible? Première question, donc des 5, qu'est-ce que Charles Anderlin a déclaré au sujet des images qu'il détient? Alors, d'abord, il a dit à Télérama 3 semaines plus tard, j'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable. Ensuite, il a répété 3 ans plus tard à un magazine américain, comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. Et il l'a répété au Nouvel Obs en février 2005, sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupées. Alors, ce que je vous propose de regarder, ce sont les quelques secondes qui suivent la pseudo-mort de l'enfant. Donc, regardez bien, ce sont 10 secondes. C'est très important de comprendre que, grâce au timecode qu'on a pu obtenir dans les rushs de France 2, on sait qu'à l'instant où ce reportage, enfin, où ces images démarrent, donc à 17h59, dans le rush de France 2, l'enfant est mort. C'est une fois que l'enfant est mort. Il est mort entre guillemets, bien évidemment. Regardez bien les mouvements de l'enfant, on va les revoir en détail après. Alors, il y a une autre partie, vous avez vu les images, mais il y a autre chose auquel vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est la manipulation sonore. C'est que vous entendez des bruits de balles permanents, des bruits d'armes automatiques, ta 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 ta, et donc dans votre cerveau, ça reconstruit aussi. Vous croyez voir des balles arriver, alors qu'il n'y a aucune balle qui franchit. Vous voyez de la poussière, mais vous ne voyez absolument rien. On va regarder ça en gros plan, et là, ce que vous allez voir, c'est que l'enfant, alors qu'il est censé être mort, va lever le coude, tourner la tête en direction du caméraman, ensuite baisser son coude, et chose étonnante pour quelqu'un qui est mort, il va garder son pied suspendu au-dessus du sol, alors qu'il est censé être mort. Regardez bien. Avec les bruits de balles, voilà, on lève le coude, on baisse le coude, on peut voir le visage du père, et là, l'enfant qui lève son pied. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'agonie qui nous a caché et que Charles Anderlin n'a pas dit la vérité au sujet des images qu'il détient. Premier point. Deuxième question, est-ce que la première scène du reportage est authentique? Alors, vous vous souvenez, dans les petites scènes qu'on a vues tout à l'heure, je vous ai montré que c'était étrange d'avoir le caméraman qui filmait quelqu'un qui allait se prendre une balle en direct. Et bien là, vous allez voir que ce caméraman de France 2, il est formidable parce qu'il est exactement au bon endroit et il a exactement cadré cet homme-là qui, selon la version de France 2, va se prendre une balle dans la jambe droite. Regardez bien. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Alors là, il y a 3 choses absurdes. La première, c'est donc le caméraman qui sait que cet homme-là va se prendre une balle. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de chance. Deuxième chose, le commentaire de Charles Anderlin. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Palestiniens qui tirent avec des balles à blanc? Non. Mais grâce à ça, vous comprenez et vous apprenez qu'effectivement, quand ils font toutes leurs scénettes de guerre et toute leur mise en scène que vous avez pu voir, ils tirent avec des balles à blanc. Et là, Charles Anderlin, entre guillemets, vend la mèche en nous parlant de balles réelles. Autre chose, et là j'aurais bien aimé qu'un téléphone portable sonne avant ce moment de la présentation, vous seriez rendu compte qu'il vous faut plus de 2 secondes pour décrocher un téléphone portable quand il sonne. Or, ce que vous allez voir là, c'est qu'il faut 2 secondes à l'ambulance pour arriver quand l'homme est blessé. On est sur le même plan. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Voilà. Donc c'est totalement grotesque. Alors, chose incroyable, je vous ai dit que c'était extrêmement rare qu'un caméraman sache qu'un homme allait être blessé. Ce que vous allez voir là, c'est qu'il y avait un deuxième caméraman qui savait aussi que cet homme allait être blessé. Regardez bien. Notre caméraman, les Ouest. Charles Anderlin est très fier de nous dire qu'il y avait un autre caméraman. Chose étonnante, il est censé prendre des balles de la position israélienne qui vont dans ce sens-là, qui sont censées le projeter sur la Jeep. Pas du tout, il fait un bond dans le sens inverse. Et si vous regardez bien à droite, l'ambulance a démarré, grâce au rétroviseur qu'on voit passer, l'ambulance a démarré avant que la Jeep ait démarré, avant que l'homme ait reçu sa balle. Donc vraiment, il y a beaucoup trop de hasard bizarre. Regardez, il y a un saut, et là, l'ambulance. Et donc là, l'homme se tient la jambe droite parce qu'il est censé avoir reçu une balle dans la jambe droite.
Et là, ce qu'on voit, c'est qu'après l'avoir traîné sur le sol et n'avoir laissé aucune trace de sang, après l'avoir traîné sur sa jambe droite, on le porte sur sa jambe, et on voit sa jambe droite, pas de sang. On va le mettre sur la civière, sur la jambe droite, pas de plainte. Et c'est pas fini, c'est qu'à droite, on voit l'ambulance, la Jeep, avec un troisième caméraman qui savait aussi qu'il allait se passer quelque chose d'intéressant, mais qui n'était pas aussi bien placé. On voit que derrière le baril, où il y a le père et l'enfant, ils sont déjà là et ils attendent tranquillement. Alors, vous ne les voyez pas très bien, mais on va les voir beaucoup mieux là. Et je vais vous dire d'où viennent ces images. Ces images viennent de France 2. Lors du procès en appel que j'ai eu contre France 2, lors de la dernière audience, France 2 a produit un document de 15 minutes, un DVD qu'ils ont projeté à la cour. Et ils ont essayé de justifier certaines des incohérences. Et voilà certaines des incohérences qu'ils ont essayé de justifier, ils ont montré ces images. Et on va donc voir que le père et l'enfant étaient donc déjà là. Alors regardez, c'est France 2 donc, qui produit ça au tribunal. Voilà, là on le met là. Alors regardez cet homme qui fume tranquillement. Regardez ça sent. Lui aussi il fume, il a craché sa fumée. Vous avez toujours ces bruits de balles. Et donc là, la Jeep va passer. Et là, regardez. Et là, vous avez le père et l'enfant qui sont là tranquillement derrière. Alors qu'ils sont censés être Non, c'est avant la scène. C'est avant la scène. Hein. C'est avant la scène. Simplement, ils attendent tranquillement que ce soit leur tour de. Voilà. Et donc, donc, alors qu'on tourne une scène grotesque, ils sont là, ils restent derrière le baril alors qu'on veut nous faire croire qu'ils sont terrorisés. Donc la première scène du reportage de France 2 n'est pas authentique. Mais vous pourriez me dire, ok, mais peut-être que la suite l'est. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la troisième question. Quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées vers les Al-Dura? Alors, comme je vous l'ai dit, le caméraman Talal Abou Rahma est allé faire une déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme. Et il a déclaré, donc 3 jours plus tard, j'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Je peux confirmer que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid et que son père a été blessé par l'armée israélienne. La tuerie a duré pendant 45 minutes. Donc, encore une fois, les 45 minutes de tir sont absurdes. Vous noterez qu'il parle de 27 minutes de film, alors que quand la Cour leur a ordonné de produire des images, ils n'en ont produit que 18. Donc ils ont effacé 9 minutes qu'ils ont refusé de montrer à la Cour. Alors, maintenant, on va écouter ce que nous dit le caméraman, interrogé 1 an plus tard par la télévision publique allemande. Donc le caméraman de France 2. I never saw shooting in my life like this. 45 minutes shooting in the boat. Donc il confirme les 45 minutes à tirer sur l'enfant. Alors, quand vous regardez maintenant après les 45 minutes, vous avez 8 impacts de balles dans le mur. 8 impacts de balles dans le mur, ça fait moins d'un impact toutes les 5 minutes. Imaginez en gros le mur, c'est cet écran, on va dire, allez, c'est cet écran. Donc pendant 45 minutes, les soldats israéliens, qui ne sont pas réputés comme étant les plus mauvais tireurs, essayent de tirer sur cet écran à 80 mètres et ils n'arrivent qu'à loger que 8 impacts de balles. Donc bien évidemment, vous voyez qu'il n'y a pas une seule goutte de sang sur leur corps et vous voyez la taille des balles dans le mur, la taille des impacts. Donc c'est rond et c'est très important. Imaginez si le père avait eu 12 trous comme ça dans son corps. Maintenant, autre chose. L'expertise balistique a démontré que les impacts qui sont dans le mur, qui sont ronds, prouvent que les tirs sont perpendiculaires. Si les tirs étaient venus de l'angle israélien, c'est-à-dire de la position israélienne entre 30 et 35 degrés, on aurait eu des formes ovales sur le mur et donc pas des formes rondes. Donc ça aussi prouve que pas une seule balle qui apparaît sur ce mur n'a été tirée du fortin israélien. Alors maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Donc il nous dit que tous ces témoins lui ont confirmé ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au procès, France 2 a produit des témoignages écrits. Alors d'abord, vous allez voir le contenu, mais après je vous raconterai un petit peu le format. Donc voilà les témoignages auxquels se réfère Charles Anderlin. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Et il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc malgré les avions, les hélicoptères, les missiles, on a toujours que 8,
on n'a toujours que 8 impacts de balles et pas une seule goutte de sang. Alors, chose intéressante, c'est qu'on a fait analyser graphologiquement les témoignages qui ont été produits au tribunal, et on s'est aperçu que tous ont été écrits de la même main, et comme on avait aussi la possibilité de comparer avec l'écriture du caméraman, c'est le caméraman de France 2 qui a fait tous les faux témoignages que vous voyez là. Alors, pour vous remontrer encore une photo du carrefour de Netzarim, vous voyez que ça, c'est France 2 qui l'a fait une fois pour illustrer, quand ils ont voulu illustrer leur reportage. Ils ont fait donc, vous voyez, le logo de France 2, le fortin israélien, le carrefour, avec Jamal et Mohamed Al-Doura, avec le mur. Donc c'est assez fidèle à ce qu'on connaît. Un, du dessin fait par le caméraman, et deux, de la vue aérienne. Alors, regardez maintenant, avant de vous montrer, excusez-moi, ce que je voudrais vous montrer, pour vous rendiez bien compte de quoi on parle. Donc là, vous avez donc le fortin israélien, le baril avec le père et l'enfant, à l'instant où on va voir ces images. Et là, ce que vous allez voir, ce sont les images de Reuters. Et des images de la société de presse qui sont tournées au moment où le père et l'enfant sont derrière le baril. Où sont-ils? Ils sont exactement là. Le père et l'enfant sont là. Reuters est à 1 mètre du père et de l'enfant. Et la société de presse est à 2 mètres. Donc regardez bien, c'est donc une image où on va, dans la première image de Reuters, voir extrêmement mal le père et l'enfant. On va juste voir leurs mains et les entendre. Mais ensuite, grâce aux images de la société de presse, on va les voir juste à côté. Alors regardez. Donc là, on est face au fortin. Regardez, cet homme-là est à vélo tranquillement. Rendez-vous compte qu'au moment où on tourne ces images, le père et l'enfant sont déjà là. Donc là, vous avez le fortin israélien. L'ambulance s'arrête, quelqu'un qui passe à vélo. Donc là, on veut nous faire croire que le père et l'enfant sont sous la mitraille. Vous voyez, vous avez ces 4 hommes là qui sont devant le fortin israélien, très détendus. C'est tout ça le fortin. Et vous entendez toujours ces bruits de balles incessants. Alors regardez, là vous avez à gauche le baril. Vous avez pu voir le baril de ciment avec la pierre par-dessus. Vous allez même voir le père à un moment donné qui va bouger la pierre sur le baril. Voilà. Avec sa main, il bouge la pierre. Et là vous avez un homme qui court avec son téléphone portable. Vous voyez la pierre. Et là vous avez quelqu'un qui passe tranquillement à vélo. Un journaliste qui passe là. Et là vous allez entendre le père et l'enfant parler. Vous allez voir la main de l'enfant. Et du père, pardon. Regardez le fortin. On n'a aucune preuve que c'est le père ou l'enfant. Vous avez tout à fait raison. Donc c'est pour ça qu'on va prendre 2 mètres de recul et on va prendre, grâce aux images de la société de presse, on va même d'ailleurs voir le caméraman de Reuters qui filme. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Donc toujours le type à vélo là qui avance tranquillement. Et là, voyez là on voit la chemise bleue et blanche de l'enfant. Et on voyait même vous allez voir. Vous voyez encore avec la bière. Donc là, la Jeep, la chemise bleue et blanche de l'enfant avec le pied de l'enfant. Un autre qui vient se mettre là, on a même vu Reuters écrit sur la. Donc vous avez toujours ces bruits de balles incessants qui vous donnent l'impression qu'il y a des tirs. Et là, chose incroyable, alors que on est soi-disant avec le père et l'enfant sur la mitraille, regardez ce qu'on a. Tout ça, c'est le fortin israélien. Tout ça. Regardez ce qu'on a sur la droite face au fortin israélien, quelque chose d'absolument incroyable. Tout ça, c'est le fortin. Voilà. Vous avez un caméraman avec son assistant et sa caméra et son trépied. Donc, si vraiment le père et l'enfant sont sous les tirs, je suis étonné de voir tous ces gens-là tranquillement se positionner là et sans avoir été atteints. Alors on va écouter un petit peu maintenant un autre reportage de France 2. Il est plus probable qu'ils aient été tués par des Palestiniens que par des Israéliens. Toute chose que démentent les Palestiniens. Dès le lendemain, le général Osama El-Ali de la police palestinienne affirmait que ce sont des balles de mitrailleuses israéliennes qui ont tué le petit Mohamed. Mais à Tel Aviv, le général Samia a présenté quelques images du lieu du drame, tournées par un autre caméraman. Les voici. Avec celle de France 2. La scène que vous voyez 2 fois. Le petit Mohamed et son père se trouvent en bas à gauche de l'écran avec un caméraman. La position israélienne est devant, sous les immeubles blancs. Voilà. Donc ça c'est bien pour vous dire que même France 2, après, sait que le père et l'enfant sont là, mais ça leur paraît absolument pas incroyable de voir que ces gens viennent se mettre là. Chose intéressante, le général Osama El-Ali nous dit que les Israéliens ont tiré à la mitraillette sur le père et l'enfant. Or, il est bien connu que les Israéliens ne tirent jamais à la mitrailleuse, mais tirent au coup par coup. C'est une règle d'engagement de l'armée israélienne. Alors on va voir un autre partie de reportage de France 2. Les Israéliens veulent savoir pourquoi les caméramans présents sur place n'ont pas apporté d'aide à Jamal et à Mohamed. La réponse, selon les intéressés,
Les tirs venus notamment de la position israélienne rendaient tout déplacement dangereux, voire mortel. Voilà, donc vous avez vu tous ces gens qui courent, qui s'installent, qui font du vélo, ça, ils étaient en risque mortel. Donc, compte tenu de tout